Bonsoir à tous. Merci d'être aussi nombreux ce soir. Merci d'être là pour ce film d'Alain Guiraudy qui sort demain. Donc nous sommes les distributeurs des films du Losange. C'est vraiment une grande joie de vous voir aussi nombreux autour de ce réalisateur qu'on aime tant. Voilà, juste pour vous dire qu'il sera là, Alain Guiraudy, à la fin de la projection avec son acteur, l'acteur du film, Félix Kissil. Et il y aura un débat animé par Thomas Borès du journal Première. Et ensuite, la parole, leur conversation sera une quinzaine de minutes. Et puis ensuite, la parole sera à vous sur le film. Voilà, je vous souhaite un très beau film et qui vous rende heureux ce soir. D'accord ? Alain Guiraudy. Moi je suis Thomas Borès, je suis journaliste de cinéma, donc on m'a appelé pour lancer un peu les débats, parce que c'est vrai qu'après les projections, parfois on n'a pas vraiment envie de se lancer tout de suite. Donc je vais poser les premières questions, et puis après je me tournerai vers vous, et puis vous pouvez poser évidemment toutes les questions que vous voulez. Je crois qu'il n'y a pas de séance après, donc on peut rester toute la nuit si on veut. Juste deux mots pour dire que, pour parler du film d'Alain Guiraudy, dans Première, j'ai eu l'idée de l'emmener dans une église. Voilà. Donc on a fait une interview, enfin en tout cas une partie d'interview dans une église à Saint-Paul, à Paris, dans le 3e arrondissement. Et ça me semblait pertinent parce que je disais que, vous venez de voir le film, son rapport à la mystique religieuse, son rapport aux églises, son rapport au sacré est très intéressant. Et je me suis d'autant plus dit que qu'il fallait faire dans une église parce qu'il y a aussi des romans, je ne sais pas si vous avez lu ici les romans d'Alain Guiraudy, dont les deux derniers, Rabelais et Pour des siècles et des siècles, il y a un ecclésiastique à chaque fois comme héros. Alors je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui taraudait Alain Guiraudy sur cette question-là. Donc ma première question, elle va porter justement là-dessus. D'où vient ce personnage ? D'où il sort ? Est-ce qu'il sort de ses romans justement ? Ou il vient d'ailleurs ? Le problème c'est que si je dis qu'ils viennent du roman, je n'ai pas beaucoup plus avancé, quoi. Hein, voilà, donc on va dire, mais d'où ils viennent alors, le roman, voilà. Donc, ils viennent de, sachant que pour moi c'est pas le même que le roman, quoi. D'une part, j'ai traité la chose différemment, et puis en plus, il y a quand même un comédien qui l'interprète et qui fait beaucoup pour le personnage quand même, quoi. De même que Jérémie est différent du Jacques du roman, quoi, voilà. Et y compris parce que Félix il met beaucoup de lui-même, quoi, voilà. Et que j'aime bien confondre le personnage avec le comédien qui l'interprète à un moment. Non, le curé vient de ma mythologie un peu personnelle, je suis de culture chrétienne. J'ai été baptisé, j'allais à la messe étant petit, même étant enfant, et en plus mes parents m'ont jamais, j'ai une famille catholique, mais mes parents m'ont jamais poussé à aller à l'église, quoi. J'étais très libre et j'y allais, j'adorais le catéchisme, jusqu'à la communion solennelle, on va dire que j'ai été vraiment en règle avec la religieuse, qui me fait quand même 4 sacrements sur les 7 possibles, quoi, voilà. Quand même, les 3 autres, le mariage, l'ordination et l'extrême-onction, me sont inaccessibles, enfin, dans l'immédiat, l'extrême-onction, en tout cas, quoi, voilà. Oui, voilà, le dernier auquel je pourrais prétendre, ça serait ça. Et non, donc, je sais pas, je suis un peu revenu à... alors, il y a d'une part, c'est...
le curé, je sais pas, pour moi, ça incarne un personnage hyper important dans le village. J'ai quand même connu cette époque-là, quoi. Et puis, les préceptes catholiques sont pas si mauvais que ça au départ, quoi. Enfin, et j'aime bien cette idée d'un curé qui pousse ces préceptes-là de pardon, de miséricorde jusqu'au bout, quoi, d'empathie avec l'autre, de compréhension de l'autre jusqu'au bout. Et puis, et puis il incarne aussi pour moi de plus en plus comment dirais-je, la personne qui désire sans retour, quoi, sans réciprocité, je pense qu'en plus, je pense qu'il y a beaucoup dans les siècles passés, dans les années passées, il y a beaucoup c'était aussi la solution pour pas mal d'homosexuels ou d'asexuels à la campagne ou en ville. Finalement, le sacerdoce, c'était aussi une bonne voie de secours pour ceux qui n'avaient pas de désir pour les femmes, qui n'avaient pas envie de se marier, de faire des enfants, alors il y avait une façon, je pense, de sublimer le désir dans l'amour de Dieu ou du Christ, mais il y avait aussi c'était beaucoup plus facile à vivre socialement, quoi, voilà. Donc voilà, il y a tout ça qui se retrouve dans le curé, quoi. Oui, puis ce qui est beau dans le film, c'est que c'est un vrai être de chair, c'est-à-dire que quand on parle de religion et de prêtre, on parle toujours de la spiritualité. C'est l'amour avec un grand A, donc c'est une espèce d'amour tout-puissant. Là, ce qui est beau, c'est qu'il y a un amour qui est très concret, pour vous, Jérémy, notamment, et puis le désir s'incarne réellement, et sans que ce soit quelque chose qui soit ni vulgaire, ni pour critiquer d'ailleurs. Le rôle du prêtre est un vrai héros de cinéma, et c'est vrai que les héros, les curés héros de cinéma, il y en a très peu finalement. J'ai Fernandel en tête, mais c'est tout quasiment. Des vrais héros de cinéma. Des vrais héros, ouais. Oui, on exclut le journal de curé de campagne et Sous le soleil de Satan. Mais je ne sais pas si c'est vraiment des héros, il ne faut pas hyper héroïser non plus, quoi. Oui, alors que là, quand même, le mec, il est quand même toujours là où il faut, quand il faut, il est au courant de tout. Il tient bien la trique aussi pendant environ le gendarme. Voilà, il n'y a pas trop de difficultés aussi à amener le cadavre dans le cimetière. Voilà, on trouvait quand même la soutane, ça le héroïsait en fait. Il y avait un côté un peu Batman, voilà. Alors après, je ne sais pas si ça aide beaucoup à la compréhension du film, c'était un peu notre cuisine interne. Parce que non, c'est marrant parce que la soutane, moi j'ai vachement hésité au début. Pendant en prépa, je me disais quand même, autant ça marche bien dans le roman, autant là, visuellement, je me suis dit quand même, ça va tout de suite, c'est quand même, ça risque de plomber, ça risque d'être un élément quand même assez perturbateur, quoi, ce curé à soutane dans un village d'aujourd'hui. Et puis, et en même temps, voilà, après, ça m'arrive souvent, ça, d'hésiter sur les costumes, parce que j'ai l'impression que dans le local d'essayage, là, j'ai l'impression que c'est énorme, et puis en même temps, après, une fois qu'on le met dans le... Enfin, je pense que ça a choqué personne, quoi, voilà, quand on est dans les décors, avec les comédiens, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà. J'ai un peu extrapolé autour de la soutane. Ouais, alors ça commence à se savoir, quoi. Les gens me demandent ce que je vais en faire de la soutane, d'accord, voilà. Et Félix, il y a une scène, on est rentré à ce moment-là, qui est absolument démente, la scène où vous êtes tous les deux dans le lit avec le prêtre. Concrètement, comment cette scène était compliquée à tourner, c'est comment on gère une scène comme ça, qui est une pure scène de comédie, en même temps c'est hyper tragique, en même temps ça peut être troublant, voire choquant aussi. Comment on rentre dans une scène comme ça? Elle était plus compliquée à jouer pour Jacques, qui joue le curé, que moi. Honnêtement, moi je vivotais dans cette séquence avec beaucoup de plaisir, je dois avouer. Mais on n'a pas énormément rigolé, nous, sur le plateau, quoi. Il y avait beaucoup d'attention, beaucoup de... voilà, c'est une scène quand même qui est difficile à tourner parce que nudité, il faisait très froid, il faisait très très froid, et du coup on était assez sérieux pour faire cette scène le mieux possible, et puis surtout la comédie vient aussi du premier degré qu'il y a dans cette scène, en fait, finalement.
pour eux, acteurs. Oui, absolument. Et justement, quel est votre... Vous connaissiez, j'imagine, l'univers d'Alain Guiraudy avant. Je crois qu'avant ce film-là, vous étiez déjà rencontrés pour un autre rôle hein, que vous n'aviez pas eu, mais vous aviez déjà eu une rencontre. Non, mais... Non, c'est un rôle qu'il n'a pas eu dans un film qui ne s'est pas fait. Hein. Bon, bah, ça va. Il n'y a pas de retard. Et donc, non, vous connaissiez déjà l'univers d'Alain Guiraudy. Oui. Et à la lecture de L'Île de Miséricorde, est-ce que tout de suite vous avez compris Jérémy? Enfin, c'est comment vous êtes rentré justement aussi dans la compréhension générale du film et de votre personnage? Non, j'ai pas compris vraiment super bien Jérémy à la première lecture, mais même, je dois dire que quand on a commencé le travail, j'avais beaucoup de questions pour Alain, et Alain me disait, mais je n'ai pas envie d'y répondre forcément. Et du coup, ce qui était agréable, c'est qu'on n'est jamais tombé dans la psychologie du personnage, ou connaître les antécédents, savoir d'où ils viennent ou quoi. Et en fait, du coup, ça a plutôt donné de la liberté que d'enfermer le personnage dans ce qu'il pouvait avoir, d'avoir, disons, une chose qui lui est arrivée. Du coup, il y a plein d'autres choses qui ne pourraient pas lui être arrivées. Ça a donné pas mal de liberté. Et après, à vrai dire, pour comprendre ce personnage, je me suis plus attardé sur l'attitude qu'il pouvait avoir avec chaque personnage de ce village, qui devait être différente, qui ne se comporte pas du tout avec Martine que comme avec Vincent, où il y a un rapport plus horizontal, un peu plus conflictuel. Martine, j'ai essayé de travailler sur une attitude beaucoup plus enfantine, beaucoup plus séductrice par la mignonnerie quelque part, ou par un enfant un peu mignon, quoi. Et voilà, je me suis attaché à donner des attitudes un peu différentes dans chaque rapport avec chaque personnage. Et c'est intéressant parce qu'à l'instant, vous avez dit premier degré, que vous appréhendiez les choses, enfin, la scène en particulier, mais ce qui est intéressant aussi dans le film, c'est justement les degrés de compréhension. C'est un film qui est, je le disais aussi par rapport au rôle du prêtre, on est très concret dans le charnel, dans le désir, et c'est finalement un film qui j'allais pas dire qui est très premier degré, mais au contraire qui vraiment est très concret. Et ça, quand on joue, quand on appréhende, vous parlez du rapport aux autres, on se réfère à des choses très concrètes quand on compose un personnage comme ça. On n'essaie pas justement de psychologiser un maximum, c'est-à-dire que la psychologie, on peut se la faire nous-mêmes, mais c'est pas un film qui entend psychologiser trop. Est-ce que vous êtes passé par là quand même pour comprendre Jérémy? Oui, on est obligé de passer par des choses que concrètes. Après, il y avait une écriture qui était remarquable dès le début et énormément solide pour un acteur. Donc, il y a aussi une partition qu'il faut suivre et c'est pas n'importe laquelle. Donc, il faut être aussi à la hauteur de ses phrases, de ses mots, de ses rythmes. Mais les rythmes étaient déjà là à l'écriture, donc il y a aussi à suivre la partition. Bon, alors, si vous voulez intervenir, n'hésitez pas à lever la main. S'il y a des gens qui ont déjà intervenu, voilà. Donc, allez-y. J'ai une petite question. Alors, est-ce qu'on donne des micros ou alors est-ce que vous parlez fort? Moi je l'entends, mais on relira la question. J'aurai la question si jamais on n'entend pas. Alors allez-y, pardon. Vous avez tourné en automne. Les plans en forêt sont vraiment magnifiques. Et je voulais savoir comment ça s'est passé au niveau du tournage, parce que la période feuille verte, feuille rouge, assez courte. Ouais. Et vous avez fait comment? Vous avez triché? Est-ce que vous avez tourné en plusieurs parties? Est-ce que tout a été fait d'un coup? Je sais pas, vous avez entendu au fond la question. Alors non, sur la question de l'automne, ouais, c'est vrai que c'est une question c'est une période très fragile qui dure pas très longtemps, quoi. C'est vrai que les 2 derniers week-ends de tournage des extérieurs, quand même, je croisais les doigts pour que les feuilles restent accrochées aux arbres, quoi. Je mesure là cette année en voyant la nature. Là, j'ai un peu vu des bouts de nature là vers le bois de Boulogne là aujourd'hui, quoi. Je me suis dit que cette année effectivement ce serait pas la même histoire. Là, j'avais fait des repérages moi l'année précédente. J'avais été voir à quel moment c'était intéressant de tourner, à quel moment on était dans l'automne,
mordorées avec les feuilles jaunes et rouges et tout ça, quoi. Et je me suis fié à ça, quoi. Voilà. Et on a commencé le tournage début novembre, mais effectivement, je pense que... Enfin, là-bas, d'ailleurs, ils me l'ont vachement dit. Ils m'ont dit, ouais, ça aurait été notre année, vous auriez eu tout par terre, quoi, à ce moment-là, quoi. Après, je ne suis pas sûr que les gens du pays, même, ils soient si attentifs à ça, enfin, qu'ils sachent dire, l'année dernière, c'était début octobre que les feuilles sont tombées, ou mi-octobre, ou au 15 octobre. Non, et après, voilà, on a vraiment fait avec, quoi. Voilà, je pense qu'il y a des séquences qu'on a tournées tardivement, quoi, genre le cimetière, effectivement, pour qu'on ait l'impression de l'automne, qu'on ait l'automne et pas l'hiver, la fenêtre de tir, quoi, l'axe vers la forêt, l'axe sur le curé vers la forêt, effectivement, on n'a pas trop eu le choix, quoi. Hein. C'est vrai qu'il y avait un autre axe, c'était complètement nu. Les arbres n'avaient plus de feuilles. Mais de toute façon, je préférais le tirer vers l'hiver, j'avais pris le risque, je préférais le tirer vers l'hiver que vers l'été, le film, quoi. Ouais. Tout d'abord, je voulais vraiment vous féliciter pour cet excellent film. J'ai trouvé vraiment magnifique. Et surtout la présence du son très subtil qui a quand même un rôle. La voiture qu'on entend au fond, mais on l'aperçoit très peu. Et puis les petits coups de pelle. Oui, de pelle. Oui. C'est très subtil, très beau. L'échange, il est excellent, vraiment magnifique. Félicitations à tous les acteurs, à tous les comédiens. Je voudrais juste vous poser une question. Est-ce que je me trompe que ces films ouvrent un dialogue avec le film Théorème de Pasolini? Et je dirais que ça va un peu plus loin que ce film parce que vous arrivez à nous infliger les désirs à nous-mêmes avec cette scène de la salle de bain où finalement on voit les dosés de désir dans toute sa splendeur. Alors, non, moi j'ai carrément pas pensé à Théorème, voilà. Mais bon, ça vient dans tous les débats, hein, donc même les critiques aussi pensent beaucoup, quoi. Je n'ai Voilà. pas cité Théorème. Non, c'est vrai que je t'ai montré, mais c'est vrai que non, merci. Non, même je me sens vachement à l'envers de Théorème. Bon, après, j'ai beaucoup d'admiration pour Pasolini, tout ça. Je suis pas très fan de Théorème, par contre, hein, mais disons que Théorème, effectivement, il y a un côté un peu mathématique, avec un mec qui vient briser le ronron de la bourgeoisie, quoi. Et puis non, bon, je dirais, il couche avec tout le monde, quoi, déjà, dans le Théorème, quoi. Là, il couche avec personne. Quand même, pour une fois, bon, ça mérite d'être souligné, quoi. Et puis, on n'est pas dans la bourgeoisie, voilà, il y a quand même un mort ici, dans le Théorème, enfin, j'ai l'impression d'être plus concret, quoi, que c'est quand même tout ça est quand même plus incarné, quoi, voilà. Après, je suis ravi que vous disiez que j'ai été que ça va plus loin que le Théorème. Merci pour le compliment. Ah, il y avait quelqu'un aussi là-haut tout à l'heure. Pourquoi les morilles? Ah, pourquoi les morilles? Alors, les morilles, non, c'est bien, normalement il faut le petit quart d'heure à champignon dans tout débat qui se respecte sur ce film. Alors, c'est vrai qu'on a plus le débat sur les champignons dans le sud, effectivement, que... Alors, les champignons, je commence à être bien rodé sur le truc. Moi, on fait un essai avec Félix et justement un gars qui était pressenti pour le rôle du curé, quoi. Quelqu'un d'autre que Jacques Develay qui l'incarne. Et donc, oui, parce qu'en casting, quand même, on fait pas mal d'essais. Ils bossent pas mal avant d'avoir le rôle, les comédiens déjà sur les films. Et à la fin de l'essai, il me dit oui, quand même, il faut que je vous dise un truc. Moi, je suis très gastronome, je viens du Jura, et il faut que je vous dise quand même, les morilles en automne, il n'y en a pas. Ça n'existe pas, les morilles en automne. Voilà. Il me donne quelques autres détails. Et moi, je me dis, ouais, justement, je répondis bien quand même, j'ai dit, justement, c'est pour ça que c'est bizarre que ça pourrait le trahir d'avoir ces morilles qui poussent là, à cet endroit-là, quoi. Voilà. C'est pour ça qu'il les cueille, qu'il fait en sorte que personne ne les voit, quoi. Et du coup, derrière, quand même, je me dis,
quand je vais, parce que moi je ne le savais pas que ça, c'est pas en septembre. Je me dis quand même, histoire que j'ai pas trop l'air trop con dans mon pays, quoi, quand je montrerai le film, j'ai mis cette réplique dans la bouche du gendarme qui dit ouais, il faudra que je me renseigne, mais je crois bien que ça s'est jamais vu des morilles en automne, quoi. Voilà. Et là-dessus, je vais dans le Colorado, dans un festival dans le Colorado, montrer le film. Et il y a quelqu'un dans la salle qui intervient pour me dire que, en plus, les morilles, on parlait des champignons évidemment, que les morilles, ça pousse sur des terrains remués. Vous avez vu un peu comme, voilà, comme une intuition de départ, finalement, fait hyper bien les choses, quoi. Voilà. C'était donc les 5 minutes de champignons. Voilà. Et... Pour qui a lu aussi vos romans, voir les films après avoir lu les romans, c'est juste un délice. Mais je me demande à chaque fois comment ça se fabrique dans votre tête, parce que c'est comme si on retrouve des motifs, mais les motifs sont déplacés, retournés, pas posés de la même manière. Et vraiment, je suis... À quel moment le film s'écrit? Ah ben, disons, le roman. après, c'est deux trucs différents. Entre Viens, je t'emmène, par exemple, ça s'est écrit pendant, quoi, donc ce qui fait que dans le roman, j'ai un peu laissé hors-champ, si le hors-champ littéraire existe, la prostituée et le jeune arabe sans-abri. Et là, c'est différent, je l'ai écrit après. Et puis, comment dirais-je, autant j'ai fait des romans pour être dans la digression, et puis on est dans la tronche d'un mec, quoi, qui envisage toutes les solutions, toutes les hypothèses, et ce qu'il a fait, ce qu'il aurait dû faire, ce qu'il aurait dû pas faire, voilà. Autant un roman, un film, on est sur quelque chose, je trouve que je suis, dans un film, je suis pas dans la digression, j'aime bien, enfin, j'ai pas envie de faire des films de 7 heures, déjà, donc, déjà, ça simplifie un peu le truc, quoi, et même au contraire, j'ai plutôt tendance à enlever, quoi, donc, les choses ne se dénouent pas de genre, quoi, voilà, enfin, il y a quand même des... oui, ça mélange effectivement des choses du roman noir, ouais, du film noir, ou du film gothique, même à des moments, j'ai des clés, enfin, voilà, il y a des trucs de ce côté-là, du vaudeville, quoi, voilà, donc ça... ouais, ça, nécessairement, oui. De toute façon, le scénario, finalement, chez moi, c'est quand même essentiellement un enchaînement de dialogue, quoi. Finalement, c'est ça. Moi, je sais que je fais beaucoup avancer les scénarios comme ça, en faisant dialoguer les personnages, et après on enlève, quoi. Il y a des séquences qui ont sauté, notamment des séquences qui expliquaient un peu le passé, ce qui s'était passé entre Jérémie et... ou qui ne s'était pas passé entre Jérémie et pourquoi il était venu faire apprenti. Voilà, le mot apprenti était prononcé. Voilà, donc, et après, au montage, nous, on a vachement trouvé, on a vachement levé de dialogue, quoi. Voilà. Donc, ouais, c'est ça, le roman fonctionne, j'arrête pas de rajouter, quoi, de perdre le fil, ou d'y revenir, puis d'y revenir. Le film, c'est plus en enlevant, quoi. Ouais. C'est comme si du roman, vous gardiez la familiarité que vous avez avec vos personnages, et ensuite vous retrouvez complètement autre chose avec ces personnes, même personnage de personnes. Oui, complètement autre chose. Mais même pour moi, c'est des personnages différents, hein, comme je disais au début. Ouais, je travaille autrement. Et ils deviennent de toute façon encore plus différents avec les comédiens qui viennent les interpréter, quoi. Ouais, on peut demander à Félix justement la langue de Guy Roddy, est-ce qu'elle est particulière? Parce que quand on voit les films, nous en tant que spectateurs, on sent qu'il y a j'ai l'impression que parfois il y a des expressions un petit peu désuètes, même volontairement, des choses comme ça, même dans les dialogues qui donnent justement un côté presque poétique, même juste à l'oreille. Justement sur ce rapport à l'écriture d'Alain Guy Roddy dans les dialogues, est-ce qu'elle est spécifique, et en quoi elle est spécifique justement? Oui, c'est sûr qu'il y a... Pardon. Oui, il y a une langue effectivement particulière. Il y a même des moments où je suis venu voir Alain. Des mots qui n'existent pas en français. Ouais, et Alain me disait, moi c'est comme ça que je parle. Je me disais, ok, alors il va falloir que j'apprenne un peu cette langue. Et puis voilà, c'est un peu comme au théâtre, il y a toujours une contrainte d'une langue.
Et cette contrainte, en fait, est un super moteur pour faire passer autre chose que la langue quotidienne aussi. Et du coup, c'est aussi le début de la formation de comédien, de faire passer une langue comme si elle était quotidienne et comme si elle était... naturel. Naturel, ouais. Parce que ça veut dire que c'est très précis, en fait, à l'écriture. C'est très précis, ouais. S'il y a un mot qui change, vous, ça vous arrache l'oreille, non? Oh, non, quand même. Ah, je sais pas. On a changé de travers. Il y avait le travers à un moment. Il y avait un truc qui... Mais ça, c'est l'occitanisme chez nous, c'est-à-dire... Ouais, il disait, j'ai dégringolé un travers comme ça. Bon, personne ne comprenait. On a fait un sondage sur le plateau. Effectivement, il n'y avait pas que Félix qui avait jamais entendu ça. Il y avait un peu tout le monde, quoi. Donc, on l'a changé, je ne sais pas pourquoi. Non, ils ont le droit. Non, quand même, il y a un peu... Il y a une petite marge de... Mais pas, non, après, c'est vrai que j'écris, ils l'apprennent, quoi. Voilà, ouais. C'est vrai que je pense que vous êtes, les comédiens sont quand même beaucoup plus, c'est vachement dans tout ce qui est non-dit en fait. Que moi je trouve que effectivement, même que je suis encore, je sais qu'au montage on était très surpris aussi, on se disait ah oui, même encore quand je revois le film, je me dis ah ouais c'est vachement bien ce qu'il fait là, quoi, voilà. Il y a des ouais, tout ça c'était évidemment pas écrit, même l'omelette au morille, et je veux dire c'est quasiment pas dirigé, quoi. Enfin, je les ai un peu laissés faire, quoi. On a dû faire une seconde prise, voilà, quoi. Enfin, ouais, vous avez fait en fonction des didascalies, et puis voilà, quoi. Mais toute la partie, moi je sais que c'était assez agréable, ça, toute la partie très... des non-dits, des regards en coin, des petits sourires, quoi. Ouais. Et puis non, même il y avait un truc aussi qui était assez, qui est aussi pas mal, qui est aussi vachement bien, c'est juste le temps. On disait par rapport à l'interprétation, le temps que prend Jérémy, que tu prends avant de répondre. Il est toujours en train de raconter l'histoire, donc il fallait trouver le juste temps pour qu'il ait le temps d'y réfléchir, et en même temps, tu n'inventes jamais une histoire, tu ne rebricoles jamais une histoire dans la demi-seconde que tu prenais, quoi. Tu vois. Donc, mais le temps, chaque fois, je me dis, tiens, le temps est vraiment très très juste, le temps qu'il prend pour répondre. Voilà. Enfin, sans prendre des plombes, mais tout en le prenant, quoi. Voilà. Quelqu'un veut intervenir ou pas? On parlait de quelqu'un. Ouais, j'en profite que je tente le micro. Ouais, je parle sans micro, moi. Oui, alors on parlait de l'automne tout à l'heure, on attend le micro arrive là-bas. On parlait de l'automne tout à l'heure. C'est plus que l'automne, c'est un film de. Enfin, c'est un film d'automne, oui, donc crépuscule, tout ça, mais c'est surtout un film nocturne. Et moi, ce qui me classiquement, le film est très beau, parce que c'est un film nocturne, et bien filmé la nuit, c'est particulier. Il y a du cinéma d'ailleurs qui font un spécial sur comment filmer la nuit. C'est vrai que c'est très beau. Donc Claire Maton, la chef opératrice, a fait un travail de dingue. Justement, comment on filme la nuit. Alors nous, d'ailleurs, j'ai travaillé avec Claire, justement, j'ai rappelé Claire là pour ce film parce que je pensais que ouais, on allait continuer un peu le boulot qu'on avait fait, parce qu'on avait commencé sur l'inconnu du lac, et puis qu'on allait continuer sur Rester vertical, et qu'on allait continuer dans ce film, notamment sur la nuit. Bon, c'est ce qu'on a fait. Alors là, c'est beaucoup plus touchy, dans le sens où c'était vraiment des plans de travail. Où on arrivait à mêler de la nuit, on commençait la journée en faisant de la nuit américaine, puis après on passait à une nuit crépusculaire, parce qu'il y avait des lumières artificielles qui intervenaient dans le plan, notamment les phares de bagnole ou la lampe au-dessus du presbytère, enfin, c'est pour ce qui me vient à l'esprit. Et dans la forêt, c'était pareil, c'était un mélange de nuit américaine, mais on est parti retourner des trucs à l'aube, quoi, parce que il fallait cette lumière de l'aube, et en même temps, comme vous vous en doutez, faire la nuit à l'aube, ça tient une demi-heure, quoi. On a une demi-heure de temps où on a la bonne lumière, quoi, et après c'est foutu, on passe dans le jour, quoi, voilà. Et c'est très très touchy, et d'ailleurs, après c'est beaucoup de travail d'étalonnage. Hein. Alors ça, et là, on essayait de s'approcher vraiment des ténèbres, c'est-à-dire d'être vraiment dans une nuit crédible, pas artificielle, mais dans laquelle on voit du détail, quoi. Et d'ailleurs, je vois là, j'ai été regarder la fin du film, je me dis, putain, les lumières sorties là, ça aide vachement, quoi, dans ces cas-là, le truc vert, quoi, à côté de l'écran, déjà, bon, ça te balance déjà un bon point de vert sur l'écran, quoi, et en plus, ça a quand même, bon,
je pense qu'on reconnaît quand même, on reconnaît les protagonistes, mais je pense qu'au début, quand ils débarquent dans la forêt, on doit se demander, mais où ils sont là, qu'est-ce qu'ils foutent, quoi, voilà. Est-ce que, d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe, quoi, voilà, bon. Et c'est bon, après, c'est toujours le risque du truc, hein, je pense que selon les projections, selon la puissance du projecteur, ça risque de donner des choses différentes, quoi. Bon, en tout cas, ça sera, je pense que ça ne sera jamais trop éclairé, quoi. On n'a pas donné un micro à quelqu'un. J'avais juste une question. En fait, je trouve qu'il y a un truc qui est hyper réussi, c'est les moments de désir dans le film. Et je me demandais un peu comment vous l'aviez organisé, pensé. C'est un truc qui s'est créé à l'avance, qui se fait au fini. Je trouve qu'il y a un truc qui est hyper fort aussi. Je trouve que c'est. Parfois c'est du côté un peu du courage, parfois c'est du côté un peu du désir. On ne sait jamais dans quelle sauce ça a tombé. Et donc ma question c'était un peu, est-ce que ça se prémédite, ou est-ce que c'est de la direction d'acteur, ou est-ce que c'est un truc que tu as en tête tout de suite quand tu montes la scène, ou ça vient plus au montage, je sais pas. Ouais. Bon, en fait, fondamentalement, c'est un mélange de tout ça, quoi. C'est-à-dire que à l'écriture, il y a ça déjà, on baigne là-dedans, quoi. Après, le problème, c'est qu'au tournage, on ne demande pas aux comédiens de jouer le désir, quoi. Voilà. Après, je pense que le désir, quoi. Enfin, bon, voilà, bon courage, quoi. Tu diras ton ressenti là-dessus. Moi, j'ai l'impression que si ça marche, enfin. Déjà, on avait un principe de découpage où chacun est regardé par chacun. Souvent, chaque plan est fait de manière à ce qu'on puisse penser que la personne filmée est regardée par un des protagonistes du film, quoi. C'est-à-dire que même quand Jérémy marche dans la forêt, on l'a pensé comme ça, en se disant, sans avoir forcément une caméra qui bouge, flottante, mais même à la caméra fixe, en se disant ça pourrait être le regard du curé ou de Vincent, de quelqu'un qui l'observe. Et pareil, ça fonctionne beaucoup, le découpage autour de la table fonctionne aussi beaucoup comme ça. Et puis après, je pense je sais qu'avec Claire Maton, on travaille beaucoup sur ça, sur comment filmer les gens, d'ailleurs, enfin, sur la subjectivité du regard. Par exemple, moi, c'est vrai que alors là, ça a un peu surpris tout le monde, parce que sur ce film, j'ai fait des vrais gros plans, quoi. C'est-à-dire, on est vraiment dans le visage de l'autre, alors que d'habitude, les gros plans chez moi, c'était un plan poitrine, moi j'étais au taquet, quoi. Tu vois. Donc, c'est vraiment le visage, mais l'idée, c'est de faire filmer la personne comme si on l'a désiré, ou comme si on l'a redouté, quoi. Là, je pense qu'après, il y a un effet Kuleshov qui marche avec celui qui regarde, quoi, enfin, qui marche dans le montage. Et après, je pense qu'avec Claire, on est d'accord sur un truc. Enfin, on a une façon aussi assez sensuelle, je pense, d'apprendre l'image, de cadrer les. De toute façon, oui, moi je sais que. Je prends des acteurs que j'ai envie de filmer, quoi, déjà, quoi, voilà. Et je pense que j'ai quand même du désir pour les acteurs, personnages, quoi, ce mélange des deux, quoi, voilà. Est-ce que tu est-ce que tu l'as joué, ouais, c'est ça. Pas vraiment, mais si on parlait des choses très concrètes, en fait, ça c'est des choses très concrètes où tout d'un coup il y a une didascalie. La didascalie ne dit pas Jérémy désire Walter, mais Jérémy regarde Walter longuement. Et donc regarder Walter longuement, il va bien falloir lui donner de la teneur. Et dans l'histoire dans laquelle on s'inscrit, on y met forcément du désir, quoi. Et tout ça, effectivement, on le renforce au montage aussi. Effectivement, il y a des regards configurés, qu'on écourte. Ouais. Ou alors, oui, il va parler. Je voudrais bien interroger sur ce que vous disiez à l'instant, qui continue un petit peu sur votre rapport à l'image, parce que moi je suis pas très familier de vos films. Merci pour celui-là, vraiment que j'ai absolument adoré. Et vous dites que vous avez mis les grands plans dans celui-ci. Alors c'est vrai que je suis pas familier de votre cinéma, mais c'est pas forcément ce qui m'a un peu sauté aux yeux, quoi. Même quand vous avez dit que chez vous les gros plans ça s'arrête pas, effectivement c'est un petit peu ce que j'ai ressenti aussi. Avec aussi des plans qui sont souvent
avec beaucoup d'espace pour les personnages, souvent assez long, lent, parfois pesant. Ça peut aider dans toutes sortes de situations. Ça peut aider pour la pesanteur de l'intensité d'un thriller, d'un film policier. Ça peut être utile pour aussi appuyer sur un malaise. Ça peut être utile pour toutes sortes de choses. En fait, dans ce film, toutes ces occurrences-là sont vraies. Donc il y a ce côté à la fois lent et cet espace, souvent, qui est laissé dans le cadre des personnages. Est-ce que vous pourriez un peu dire ce qui vous plaît particulièrement là-dedans, au-delà de mon ressenti à moi? Dans les plans larges, non, oui, alors ça par contre c'est un truc que j'ai toujours un peu fait, ouais, l'idée d'inscrire les comédiennes dans les lieux, quoi, voilà, d'inscrire les personnages dans les lieux, quoi. Comment dirais-je, non, même on a tourné en automne pour avoir pour les couleurs de l'automne, mais aussi pour les intempéries, ouais, la pluie, l'humus, quoi, le brouillard qui était quand même aussi hyper important, le vent, quoi, voilà, donc, ça, je pense que ça participe aussi de la sensualité du film, quoi. Voilà. Et ouais, mais d'ailleurs, je pense que le film, effectivement, est assez comme ça, quoi. C'est-à-dire, c'est soit des plans larges, soit des gros plans, quoi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, il n'y a pas trop de plans moyens, il n'y en a pas tant que ça. Et par rapport au rythme, que moi, pour le coup, alors ça, c'est... Comment vous sentez aussi, ou pas du tout pour vous, c'est ça, c'est votre rythme à vous, c'est pas forcément lent ou pesant, et comment vous ressentez alors, ben là j'ai l'impression d'avoir fait un film qui avance, quoi, hein, pour le coup. Hein. Ouais, comment dirais-je, non, j'ai fait des films vachement plus contemplatifs, quoi. Même moi j'étais un grand dogmatique du plan séquence, moi, j'aimais justement des plans très composés et dans lesquels les personnages évoluaient, même pour faire des chants contre chants, j'aimais beaucoup faire que les comédiens se tournent autour, plutôt que d'aller faire un chant contre chant. Là, carrément, on est dans des chants contre chants. Le film est beaucoup plus découpé, quoi. Voilà, je pense que le montage est beaucoup plus découpé aussi. On a fait plus de plans. Et après, le rythme, enfin, pour vous dire comment on le trouve, nous, le rythme, c'est vraiment quelque chose de... moi, j'ai l'impression que, bon, effectivement, j'ai l'impression que si on ne l'a pas au tournage, dans le jeu des comédiens, voilà, on ne le récupère pas, jamais, quoi. Mais en tout cas, c'est quelque chose, après, au montage, on le travaille beaucoup, on fait des projections, en fait. Nous, on fait beaucoup de projections. On fait quasiment au bout d'un moment très vite, enfin, au bout d'un moment, ouais, quand on commence à avoir un premier montage, on fait quasiment une projection par semaine. Donc, on regarde le film et on voit où on ressent les mollesses, où on ressent les manques, où on ressent même où on ressent que ça va trop vite, quoi, voilà. Et on fait des montages avec Jean-Christophe Him, le monteur, moi, je trouve très très intuitif, quoi. Je veux dire, on n'a pas de pensée préconçue, et même moi je trouve que de plus en plus mes films, autant il me semblait que c'était nécessaire quand j'étais plus jeune que la forme soit préalable au film, et maintenant je trouve que la forme s'invente un peu pendant le tournage et puis pendant le montage, quoi. Ok. Une dernière question peut-être. J'aimerais bien savoir ce que vous avez mis derrière les panneaux à vendre. Ce qu'on a mis derrière les panneaux à vendre. Est-ce que vous aviez, vous, comme ce que vous avez voulu montrer oui, alors, c'est un peu, j'ai essayé de retrouver l'état dans lequel j'avais découvert ce village, moi. Parce qu'en fait, moi, je l'avais trouvé, la première fois que je l'ai vu, c'était il y a une quinzaine d'années, la première fois où je suis rentré dedans, quoi, c'est un lieu où je passe pas mal souvent, moi. Mais j'étais jamais rentré dans le village, c'est une espèce, la route le contourne, et j'étais rentré, et c'était un village qui était complètement à l'abandon, il y avait plein de panneaux à vendre, en tout cas le cœur du village. Et quand j'y ai repensé pour faire Miséricorde, je suis allé un an avant qu'on tourne, j'ai eu la surprise de voir un village, voilà, l'église flambant neuf, des baraques retapées. Hein. Vous parlez de Sauclière ? Ouais. Et pourquoi vous connaissez Sauclière ? Ouais.
ce que vous dites, c'est vrai, avant il n'y avait personne. Et là, et après le Covid, ouais, il y a des Montpellierens, les Millarois qui sont venus racheter des maisons, ils ont retapé. Alors bon, je me suis dit, par contre, le village continue à me plaire. Hein, moi, j'avais pas spécialement envie non plus d'un village complètement à l'abandon, quoi. Mais quand même, ouais, je me suis dit, il faut quand même rajouter un peu de panorama, ce qui est quand même assez la réalité des villages aveyronnais, quand même, quoi. Merci. Et après, on n'a pas rajouté tant que ça non plus. Et après, il y avait la baraque en face chez Walter. Il fallait à tout prix qu'il y ait personne qui y habite, quoi. Et c'était une bonne astuce, le panneau à vendre. Mais très malin. Ok. Bonsoir, moi j'ai une question toute simple. Simplement savoir comment vous avez choisi Catherine Fro. Parce que c'est un peu étonnant de la voir dans un film italien. Oui, non, mais merci. Ouais, oui, quand même, c'est bien que parle de Catherine Fro. Bon, alors, non, c'est vrai qu'en plus, moi, on a tendance à me cataloguer dans les réalisateurs qui prennent que des gens qui ne sont pas connus du tout ou qui même ne sont pas acteurs, quoi, effectivement. Alors que moi, je travaille justement avec des professionnels depuis... C'est au tout début que je faisais des mélanges non-acteurs, acteurs amateurs et acteurs professionnels. Et maintenant, c'est toujours que des professionnels. Et j'ai rien contre les stars, quoi, sauf que, effectivement, je ne sais pas trop... quoi en faire, quoi, voilà. Donc, j'ai pas spécialement envie de les faire jouer, et j'écris pas en pensant à des comédiens, quoi. Donc, forcément, il y a un moment, il faut faire le casting. Et Catherine Fro, c'est marrant, c'est quelqu'un à qui j'ai pensé très, très vite, quoi, finalement. Mais, d'une part, j'ai pensé, parce que c'est vraiment une comédienne populaire, qui marche en boulangère dans un village de l'Aveyron, quoi, et j'ai pensé aussi, elle a cette candeur, ce côté femme-enfant, quoi, que j'aime beaucoup, quoi, et puis, et qui convenait vraiment, qui allait très bien au rôle, quoi. Après, toujours pareil, comme c'est ce que je redoute un peu chez les stars, enfin, même si c'est pas une star, une diva, mais que je redoute chez les comédiens populaires, dans le sens où ils sont connus de tout le monde, c'est que moi je ne crois pas aux personnages et que partant, le public ait du mal à y croire, quoi, voilà. Et puis on n'envoie pas au scénario à Catherine Fro en lui disant lis-le, et puis si ça lui plaît après, on ne va pas lui dire ah ben non, finalement j'ai changé d'avis, j'ai trouvé quelqu'un d'autre, voilà. Donc on est sûr, il faut être sûr de son coup, quoi, on va dire, pour lui, voilà. Donc c'est pour ça que j'ai proposé assez tardivement, quoi. Et qu'est-ce qui a fait que, tout au long du casting, ça s'est imposé l'idée que c'était, fallait vraiment que je lui propose. Et moi, je reste convaincu qu'il y avait qu'elle, quoi. Enfin, en tout cas en France, je n'avais pas non plus exploré le monde entier, quoi. Puis c'est bien qu'elle parle sans accent, je trouve. Okay. Voilà, quoi. Et puis après, bon, voilà, j'ai été la voir, lui ai envoyé le scénario, ça lui a plu. Elle aussi, visiblement, s'est demandé pourquoi je lui proposais un rôle, voilà. Et puis non, en plus, ça s'est fait assez facilement. On l'a vu, je l'ai vu avec Félix, on a fait quelques répétitions, peu de travail à la table, mais bon, j'ai souvenir d'une séquence. Non, c'est fait finalement, oui, moi je trouve que ça s'est fait très très facilement. Enfin, même je trouve qu'elle s'est vraiment fondue dans le casting, quoi. Parce que ça aussi, on a un peu peur de comment ça va marcher avec un casting où les autres ne sont pas connus, quoi. Mais, hein, ouais, ça. Mais bon, là, je me dis, moi c'est marrant parce qu'à un moment même, je me suis un peu posé le problème avec David Ayala, quoi. Voilà. Surtout quand j'ai vu qu'il était dans l'argent et le sang de Giannoli, quoi. Et je me suis dit, tiens, ouais, mais bon, enfin voilà. Voilà donc pour les quarts d'heure, 4 heures. Après les champignons. Voilà. On s'est tout dit, non? Ou presque. Ah, il y a une main qui se lève. Ah, quand même. C'est un petit détail, mais c'est juste une petite blague parce que j'adorais le film.
c'est le radio réveil quand Catherine Fro s'assoit sur le lit à côté de Jérémy, c'est ça? Ouais. C'est marqué 2 minutes 43, au bout de 5 secondes on passe à 2,44, au bout de 15 secondes on passe à 2,45, et quelques secondes après on repasse à 2,44. D'accord. Ok. Ouais. Non, après, il y a des gens qui vérifient la hauteur du pastis aussi. Ouais, c'est marrant parce qu'on n'avait pas fait le coup du radio réveil. Nous en plus, en montage, on se dit non, mais ça va, ce genre de truc, ça passe comme une lettre à la poste. Et oui, on n'est pas des champions du super raccord, quoi, effectivement. non, Bon, merci à tous. Allez, la dernière. Après, on va prendre le métro. Il ne faut pas louper le métro. Ouais, ça va. Non, ça va, on a 5 minutes. Il a une scène, ça. Bonsoir Alain. Je dis avec le micro parce que je me dis qu'on ne peut pas rester juste sur 2,44 ou 2,45. Bravo pour ton film. Et alors, moi j'aime beaucoup la profondeur des débats par rapport à est-ce qu'un prêtre a le droit d'avoir une sexualité ou pas. Et parce que dans le catholicisme, c'est toujours pas le cas, alors que dans presque toutes les autres religions, c'est le cas. Donc je voulais savoir quel était ton avis, si tu veux. Ouais, non, disons que... Non, moi je pense que justement, ils refusent l'idée du mariage des prêtres pour justement les dédouaner de ça, quoi, voilà, et permettre ne pas leur mettre une pression sociale sur l'idée, il faut vous marier, quoi, voilà. Je pense qu'aussi, alors c'est aussi beaucoup par misogynie quand même, il y a une grande misogynie dans le catholicisme, dans le clergé catholique. Et puis, ils ont beau, c'est étonnant, lisez le bouquin, il y a Frédéric Martel qui a écrit un bouquin qui s'appelle Sodoma, c'est étonnant comme l'homosexualité est pratiquée. Alors, il dit, lui, c'est bien dans le bouquin, il parle d'homosexuels pratiquants et d'homosexuels non pratiquants, quoi. C'est assez rigolo, quoi. Mais comme c'est quelque chose qui est courant dans le clergé et qui et même il dit plus ils sont homophobes à l'extérieur, plus ils sont homos, quoi, voilà, dans la pratique, quoi, plus ils sont pratiquants, quoi. Et notamment au Vatican, voilà. Donc, moi après, moi je suis pour le mariage des prêtres entre eux, quoi. Enfin, pour le mariage pour tous, chez les prêtres, quoi, voilà. Enfin, bon, comme dans la vie, quoi, voilà. Mais après, je sais pas si ça me regarde vraiment, quoi. C'est-à-dire qu'après, et après, moi je suis, oui, je pense que c'est très bien qu'ils aient des érections et une vie sexuelle, quoi, voilà. Faut faire gaffe avec les enfants, quoi. Peut-être d'accord, quoi, voilà. Bon. Et l'autre truc aussi, c'est par rapport à un moment de vie, au moment justement du confessionnal, où il lui dit, ouais, non, la prison, voilà, j'aime beaucoup aussi ton point de vue sur ça, que je partage. Ok. Bon. Ok, ouais. Bon. Allez, on s'arrête.